Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode numéro 2 de la série Moon Knight. Alors évidemment, c'est une review, donc ça va être full spoiler. Donc voilà, si vous n'avez pas encore vu l'épisode, allez d'abord le voir, puis revenez ensuite. En revanche, je vais pas vous faire un résumé de l'épisode, parce que j'estime que vous l'avez vu. Donc je trouve plus intéressant qu'on parle des différents personnages, des choses que j'ai aimées, des choses que j'ai moins aimées. Et voilà, puis on parlera un peu de la réal, de différentes choses, de théories et d'easter eggs. Alors, on va commencer tout de suite avec Arthur. Parce qu'après tout, c'est avec lui qu'on a commencé la série, qu'on a commencé le premier épisode. Donc Arthur était joué par Ethan Hawke, que je trouve toujours au top. Vraiment, on a vraiment cette ambivalence de ce personnage qui d'un côté paraît très doux, très soucieux de la communauté qui l'entoure. On voit justement qu'il a aussi une communauté donc à Londres, et on reconnaît d'ailleurs l'endroit où on l'avait vu se réveiller la dernière fois, où certains se demandaient si c'était en Égypte ou quoi, ce qui n'aurait pas été logique vu comment ça se passait, mais il s'avère qu'effectivement c'est un quartier de Londres qui, comme le village en Bavière, est donc contrôlé, peuplé par des gens qui font partie de son culte, et on voit du coup que ça a l'air très, un peu une sorte de petite utopie comme ça, où ils plantent leurs propres légumes, la nourriture est gratuite, tout a l'air d'être gratuit dans cette communauté, ils ont l'air de s'échanger les choses, où il n'y a pas de crime, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de... Donc on a ce côté très utopiste, très gentil, très doux du personnage, mais en même temps, on le voit quand il est confronté à Mark, quand il le ramène, où là on voit l'autre côté qui se révèle. Ce qui sera aussi d'ailleurs le cas à la fin, quand Leila le voit justement avec cet homme qui a ramassé le scarabée et qui le tue, et on sent que là c'est même pas juste une histoire de péché, quoi, c'est vraiment juste voilà, t'as chopé ça, je le veux, mort. Et donc voilà, personnage hyper intéressant. Alors on apprend pas mal de choses du coup sur lui dans cet épisode. Il parle à un moment de ne plus pouvoir voir Khonshu. Donc au début je me demandais si c'était pourquoi, et il s'avère, on l'apprend assez vite après, donc les choses avancent assez vite, ce que j'ai apprécié dans cet épisode, qu'il a été l'avatar de Khonshu. Donc il semblerait que c'était l'avatar avant Mark Spector, ce qui du coup est super intéressant, parce qu'on peut se demander qu'est-ce qui a fait qu'il est passé de Khonshu à vouloir servir une mythe. Alors, on ne sait même pas vraiment s'il est l'avatar du mythe ou... Alors, je vais le prononcer différemment, parce que je suis pas sûr de la prononciation. Ou mythe, amit, amout, voilà. Si vous êtes sûr de la prononciation, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais voilà, vous êtes prévenu, je risque de changer de manière de le dire à chaque fois. Mais en tout cas, donc je me demande, est-ce qu'il est vraiment avatar de mythe, ou est-ce que il veut le devenir? Est-ce qu'il est un prêtre? Est-ce qu'il a ce bâton, est-ce qu'il a été confié à lui par la divinité elle-même, ou est-ce qu'il a trouvé un moyen de le récupérer? D'où vient exactement ce pouvoir avec le tatouage qu'il a au bras? Voilà, c'est encore des questions auxquelles on attend des réponses. Après, il est encore tôt, c'est normal, elles arriveront à un moment. On découvre aussi clairement ce qui est son but. Alors ça, je l'avais dit, et bon, c'était facile de s'en douter. Donc effectivement, son but, c'est bien la résurrection d'Omid. Et il semblerait que ça passe par le fait de découvrir ce qu'il appelle à un moment, alors je l'ai regardé en anglais, c'est Amit Ushabti. Alors l'Ushabti, il s'avère en fait que ce sont les statues, alors statuettes ou statues, ça dépend, qu'on trouve dans les temples, qui étaient enterrés avec les morts, qui représentaient un peu la cour, qui devaient être les servants en fait de ceux qui étaient enterrés. Mais les Ushabti, ce sont aussi les statues gardiennes des nécropoles et des voies d'accès aux pyramides des rois des tombes. Grands comme 3 hommes, ils sont si imposants que leurs ombres suffisent à glacer le sang de ceux sur lesquels elles se projettent. Donc, voilà, il y a ces 2 versions d'Ushabti. Il y a soit les petites statuettes ou taille d'homme, mais ce sont aussi ces statues géantes. Dans ce cas précis, je vais vous mettre l'image. Dans l'image qu'on avait pu voir dans le temple en Égypte, où justement on voit ce qui semble être différents avatars, avec les Daen, un truc comme ça. Donc ce qui représente ce conseil des 9 dieux égyptiens. Il y a des grandes statues derrière. Il y a l'air d'en manquer certaines,
Est-ce que ça correspondrait aux 7 au lieu de 9, avec les 2 qui ont été bannis? Ou est-ce que, si on regarde, devant les sièges, il y a 3 sièges de chaque côté, sur 3 faces, et en fait, devant, il y a des statues, qui, en toute logique, doivent représenter les différents dieux. Est-ce que ça serait cette statue précise? Et je pense que c'est le cas, qu'en fait, Arthur rechercherait, et qui lui permettrait du coup de réincarner Amit. Ça m'a l'air d'être le cas. Surtout qu'on a la confirmation que le scarabée d'or, comme je l'avais dit, effectivement est une boussole qui permet de trouver ce temple. Et alors ça pareil, comme je l'avais dit, du coup, effectivement, il y a 2 parties du coup à la boussole. Il y a le scarabée qui s'envole et il y a une partie en dessous. Alors je sais pas quelles sont les inscriptions dessus, mais donc voilà, c'est bien en deux parties distinctes en fait. La base du scarabée qui se sépare du coup du scarabée lui-même. En tout cas voilà pour Arthur. Donc personnage ultra intéressant, ultra bien interprété. J'ai adoré la manière dont il est capable de passer de cette gentillesse d'accueillir Marc pour ensuite repasser sur cette facette beaucoup plus dure. En plus avec tout ce raisonnement sur le fait de punir avant, mais on n'est pas sûr du coup. Est-ce qu'en plus c'est le vrai but d'Amit? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vraiment c'est de créer une utopie? Ou est-ce que c'est pas juste de prendre le contrôle? Et avec tout ce raisonnement du coup sur le fait de oui, même tuer des enfants ou quoi, ça vaut la peine pour créer cette utopie. Maintenant, à quel point c'est sincère, à quel point ça l'est pas, c'est quelque chose qu'on va découvrir avec le temps. Et on voit le côté flippant aussi de vraiment du coup son emprise s'étend vraiment beaucoup. On voit que du coup même les 2 policiers, alors forcément on s'en doutait direct quand on les voit arriver dans la série, dans l'épisode chez Steven, parce que directement il demande après un objet, on se doute que c'est le scarabée, donc c'était pas très compliqué de deviner qui devait bosser pour Arthur, donc pas de surprise quand il arrive auprès de lui, mais ouais, on voit qu'en tout cas son emprise est très très étendue. Donc est-ce que c'est juste on a vu Bavière, on a vu Londres, à quel point ça s'étend dans le monde, c'est assez étonnant en tout cas, mais du coup intéressant. Donc voilà, j'attends qu'on en apprenne plus sur tout ça. Maintenant, passons à Mark, Steven. Du coup, il en découvre plus sur lui-même. Bon, alors déjà, il se fait donc virer de son boulot au musée suite à ce qui s'est passé évidemment la semaine dernière. On voit au début que, quand on voit du coup les images de surveillance, que la créature est invisible. Et ce qui est assez intéressant, ce qui est cool, que du coup ça donne encore ce côté très, très lémyrien du run de l'émir. Sur ce côté vraiment, est-il fou? Est-ce que ce qu'il voit est réel? Et du coup, on peut avoir ce doute pendant un moment. Est-ce qu'il a imaginé ce qu'il a vu la dernière fois? On se rend compte à la fin de l'épisode que non, il n'a pas imaginé parce qu'effectivement, ces créatures sont invisibles. Mais du coup, j'aime beaucoup qu'il joue sur ce côté-là d'instaurer le doute auprès du spectateur. Ça fait partie des choses que j'aime vraiment. Il va se rendre dans ce garde-meuble du coup dont il avait trouvé la clé. Alors ça c'est un côté, et de toute façon les réalisateurs l'avaient dit, qu'ils s'étaient beaucoup inspirés effectivement de Fight Club, donc il y a un côté assez Fight Club justement quand il va découvrir justement son autre identité, et ça se rejoint beaucoup, et donc il trouve cet endroit avec beaucoup d'équipements militaires, on voit les meubles, le lit, les sacs, tout vient clairement de l'armée, et donc il trouve un sac avec argent dans différentes devises. Ça a un côté très Jason Bourne, un peu très agent secret, de toute façon, où voilà, il y a des liasses de billets dans différentes monnaies. Il trouve le passeport de Spector, ça je l'avais déjà dit je crois, mais le passeport du coup qui confirme que Mark Spector n'a pas été bipé, il était là pendant les 5 ans, parce que le passeport, la date justement est pendant ces 5 ans. Il trouve donc le fameux scarabée, on en a déjà parlé, et du coup, il va avoir cette discussion avec Marc, qui... c'est intéressant le rapport entre les deux. Vraiment, on sent que Marc est un peu dur, mais a quand même une sorte d'affection pour Steven. Alors ensuite, du coup, il y a toute cette partie qui est géniale, je trouve, très film d'horreur, quand il se sauve avec ses lumières qui clignotent, Khonshu qui apparaît comme ça, de manière un peu stroboscopique, par flash, jusqu'à apparaître devant lui. Et on parlera de Khonshu plus tard, mais ouais, non, il conserve ce côté film d'horreur
dans la manière de filmer que je trouve vraiment intéressant. Et en plus, ça montre que vraiment dans la manière de traiter le personnage principal, non seulement effectivement il y a son DID, enfin son trouble de la personnalité, mais il y a aussi un côté très schizophrène. Et c'est ça vraiment intéressant, il y a vraiment ces deux côtés psychologiques du personnage, avec d'un côté son trouble de la personnalité, et de l'autre un côté très schizophrénique dans la manière dont il va imaginer tous ces flashs, le fait de voir des choses, de ne pas savoir si c'est la réalité ou non, c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de la schizophrénie, qui n'a rien à voir avec le trouble de la personnalité. Et ça rend le personnage encore plus complexe. On a des éléments aussi sur la mère. Donc Layla lui dit à un moment, tiens, tu reparles à ta mère, en parlant de la mère de Steven. Sauf que dans les comics, si je me souviens bien, sa mère est morte. Maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une actrice qui a été castée pour jouer sa mère dans la série, sauf que l'actrice est assez jeune, donc on peut facilement deviner qu'elle va jouer sa mère dans des flashbacks. Donc je pense qu'on découvrira quand même que sa mère effectivement est morte à un moment. Alors là, on va rentrer dans... Non, d'abord on va parler de Layla, du coup de la rencontre avec Layla, qui s'avère, ça je l'avais dit du coup, qui s'avère être sa femme, comme je l'avais pensé, parce que ça rejoint bien tout ce truc sur la solitude justement de Steven qui était très, très développé. Alors du coup pour l'instant on ne sait pas grand chose d'elle. Donc on sait qu'ils sont mariés, on sait que Mark avait décidé du divorce, en réalité pour la protéger, pour l'éloigner justement des dangers auxquels il faisait face. On sait qu'elle a vécu pas mal d'aventures avec lui. Alors donc elle n'était pas là quand il a trouvé le scarabée par contre. Mais elle a quand même pas mal vécu d'aventures avec lui pour le chercher en tout cas. On voit aussi donc elle sait se battre. Alors donc c'est pas Marlène des comics, qui est normalement son love interest dans les livres. Mais ça a l'air d'être une sorte de Marlène version plus aventurière. J'imagine qu'ils n'ont pas voulu avoir le love interest comme c'est le cas dans les comics, qui ont voulu en faire un personnage beaucoup plus actif, ce qui n'est pas le cas dans les comics, du coup ce que je peux comprendre. Par contre, du coup ça me fait poser une question. Alors là ça va être une théorie. J'ai l'impression qu'on nous a teasé quelque chose, peut-être sans qu'on s'en rende compte. Parce que quand il y a eu cette histoire dans le premier épisode du rendez-vous avec la guide du musée, on pensait que c'était Steven en toute logique. Sauf que, maintenant d'avoir vu là comment il est par rapport à Layla, j'ai du mal à croire que Steven aurait donné un rendez-vous comme ça, serait dans l'état d'esprit d'avoir un date. Donc, je me demande, est-ce que c'était pas un teasing ? Est-ce qu'en fait la personnalité qui a pris ce rendez-vous serait pas Jake, ce qui lui correspondrait beaucoup plus ? Et du coup, est-ce qu'on le verra plus tard, peut-être dans le dernier épisode en teasing, pour plus tard ? C'est quelque chose que j'imagine bien, qu'il le garde pour pas trop compliquer les choses, qu'il le garde vraiment pour la fin. Mais voilà, en tout cas, je me demande vraiment si en fait il n'y a pas déjà eu une intervention de Jake qu'on n'avait pas remarqué forcément au départ. Une chose qui m'a dérangé par rapport à Mark Steven, par rapport à Moon Knight, c'est Mr. Knight. J'adore cette version du perso. Ce qui m'a embêté dans l'épisode, c'est que j'ai trouvé que c'était beaucoup trop humoristique sur lui. Déjà, il y a un gros changement par rapport à les comics, c'est que là, donc Mr. Knight, c'est la version transformée de Steven, contrairement à Moon Knight, qui est la version transformée de Mark Spector. Et donc, là, Mr. Knight est une version moins puissante de Moon Knight, mais quand même cheaté, puisque quand on regarde la manière dont déjà qu'il survit à la chute, la manière dont il va tordre, plier comme ça le pare-choc de la voiture quand il la serre, où il se rend compte qu'il a une super force. Donc déjà ça c'est quelque chose qui est différent. Enfin, dans les comics c'est assez compliqué avec Moon Knight. Il y a eu des périodes où il était très puissant selon la lune, selon quelle taille faisait la lune dans le ciel. D'ailleurs dans le run de Avengers c'est même très exagéré, où Khonshu ramène des lunes carrément d'autres lunes autour de la Terre, et du coup Moon Knight est ultra puissant
est capable de battre Iron Fist, de battre Thor même, désolé Comic Guardian, de battre Black Panther, plein d'autres. Enfin, vraiment la force de Moon Knight, ça dépend mais complètement de qui l'écrit. Je crois que c'est un des personnages qui a vraiment l'amplitude de capacité la plus large que j'ai vue dans les comics. Donc dans cette version, il a vraiment une force surhumaine en tout cas. Je sais pas si c'est dépendant de la lune ou pas, ça a l'air d'être tout le temps. Donc voilà. Mais ouais, j'ai pas trop apprécié le côté vraiment hyper... C'est un personnage qui a une part d'humour, mais pas cet humour à la Marvel de gros gags, de je tombe, après je vais danser, machin. C'est pas ça, Mr. Knight. C'est plus de l'humour sur le fait qu'il est conscient d'être fou et qu'il en joue. C'est plus là-dessus. Comme ce fameux échange avec Punisher, qui est assez connu, je vais le remettre. Mais voilà, qui a un échange qui est super sombre et hyper glauque. Et ça marche parce que c'est deux personnages. Mais c'est pas du slapstick en mode j'avance, je me prends un râteau. C'est pas ça normalement, Mr. Knight. En plus, c'est dommage parce qu'on voit ces deux bâtons. Alors, faut savoir que ces deux bâtons, c'est un peu... c'est très proche de ce que sont les bows de Nightwing. Ça veut dire que non seulement ils s'en servent pour se battre, mais ils ont aussi des gadgets. Par exemple, il peut s'en servir comme grappin. Et il s'en sert même pas. Enfin, c'est vraiment juste pour les montrer, quoi. Donc je trouve ça dommage. Après, voilà, je trouve qu'il est super classe en Mr. Knight. J'adore le côté visuel. J'espère, c'est la première fois qu'on le voit, j'espère que on le verra un moment être vraiment badass comme il est censé l'être. Mais voilà, j'avoue, je suis pas fan d'en avoir fait un espèce de gros gag comme ça, c'est dommage. C'est une facette du personnage qui pour moi mérite mieux, et c'était pas utile, enfin ça apportait rien, ça apportait pas grand chose à l'épisode. Franchement voilà, c'est mon plus gros problème avec l'épisode. À part ça, j'ai vraiment aimé tout le reste. Et vu qu'on parle de Moon Knight, du coup j'en viens au fait que justement il va perdre le scarabée, même si le fait de s'être transformé en Moon Knight, il arrivera à battre la créature qu'Arthur avait envoyée sur lui, mais il perd quand même du coup le MacGuffin de la saison, qui est ce scarabée, qui est récupéré par Arthur, ce qui fait que du coup Khonshu va... Il y a cet échange super intéressant entre Mark et Khonshu, donc Mark qui reprend le dessus du coup sur Steven, et qui va avoir cet échange sur Khonshu. On a plusieurs confirmations du coup pendant l'épisode. Donc effectivement ils ont gardé la backstory des comics. Donc ils font référence effectivement à ça c'est avec les agents de police. Ils font référence à l'attaque du groupe de fouilles archéologiques, ce qui est la même dans les comics. Donc quand il fait équipe en tant que mercenaire avec Frenchie et avec Bushmaster. Donc ça laisse espérer que peut-être on verra un jour, pas dans la série là, mais en tout cas plus tard, Bushmaster. On nous dit que les membres de cette expédition ont été attachés et exécutés, ce qui correspond bien à ce qui est passé, vu que dans les comics, justement, c'est à ce moment-là où Bushmaster a dépassé les bornes en tuant ces gens, que Mark Spector s'est rebellé, a été battu et laissé pour mort par Bushmaster, et c'est là qu'il va arriver devant la statue de Khonshu, qui va justement, comme il le dit à la fin de l'épisode, le ressusciter. D'où le fait qu'il estime que Mark Spector lui appartienne et que Mark Spector ait cette dette envers Khonshu. Donc là-dessus, ça rejoint pas mal les comics. Maintenant, reste à savoir, est-ce qu'il s'avérera que Layla, comme Marlène dans les comics, était la fille de celui qui dirigeait cette expédition? Ça, on verra plus tard. Maintenant, venons-en à Khonshu. Alors du coup, on apprend que Khonshu a aussi été banni, en tout cas selon ce que dit Arthur, ce que Khonshu ne contredit pas. Donc ça va être intéressant de découvrir pourquoi. Est-ce que c'est à cause de son côté trop violent, en tout cas qui aime que son avatar soit très violent, ce qui est très appuyé dans les comics, ce côté-là, où vraiment Khonshu, une des manières de lui rendre hommage, c'est vraiment de provoquer la peur et d'être sans pitié avec les criminels, et ceux en tout cas qui mettent en danger les voyageurs ou les personnes qui sortent la nuit, vu que c'est le dieu de la lune. Hein. Mais on voit qu'il apparaît de plus en plus. Par exemple, alors j'ai adoré, il y a plein de petits moments comme ça où on le voit apparaître, comme quand les deux flics emmènent Steven voir Arthur, ou
quand il parle avec le reflet de Mark, en même temps, si on regarde bien, derrière dans le pare-brise, on voit la cape de Khonshu qui est là. Donc il apparaît dans le garde-meuble, et il apparaît à pas mal de moments. Et on voit qu'il peut quand même agir un minimum sur le monde réel, mais qu'il est très limité. Qu'il faut qu'il passe par son avatar pour vraiment pouvoir agir. Qui peut juste déplacer des choses, un petit peu provoquer des bourrasques de vent. Enfin voilà, ça reste quand même très très limité. C'est un peu une sorte de poltergeist, en gros. Mais il a besoin de son avatar pour vraiment agir dans le monde réel. Mais donc voilà, on apprend que les deux, donc Khonshu et Amit, ont été bannis. Mais Khonshu, lui, n'a pas été enfermé. Donc du coup, c'est intéressant là-dessus de voir comment ça va se développer. Enfin, en tout cas, voilà du coup pour les personnages. La réalisation, je l'ai trouvé super cool. Alors, on a encore beaucoup de jeux sur les reflets, ça revient énormément. Du coup, d'autant plus qu'ils vont communiquer, qu'ils se parlent de plus en plus. Donc, il y a pas mal de travail là-dessus, c'est hyper intéressant. Encore une fois, sur ce côté très très schizophrénique, de flash, d'apparition, de doute sur ce qui est vrai ou pas. Pareil, je trouve que c'est ultra intéressant ce que font les réalisateurs du coup de ce côté-là. Par exemple, quand il arrive dans l'appartement, quand il y a le reflet dans l'aquarium alors que lui est encore à la porte, on voit en plus que les reflets prennent de plus en plus de liberté. Là où avant, ils étaient toujours assez proches de ce qui était lui face au miroir, maintenant il commence vraiment de plus en plus à avoir une vie propre, jusqu'à en arriver à ce que Mark devienne celui dans le miroir, Steven devienne celui dans le miroir, et Mark devienne celui qui prend possession du corps complètement. Et d'ailleurs, Steven va même dire qu'en fait c'est très désagréable d'être dans le miroir, qu'il aime pas du tout ça. Donc il se rend compte en plus de ce que vit Mark quand lui est dans le miroir, alors que de base Mark est la vraie personnalité en fait qui lui laisse la place. Donc il y a vraiment toujours ce rapport très intéressant de comment du coup dans cette version est né Steven. C'est un truc que j'ai vraiment envie de savoir. Au niveau des easter eggs, alors j'en ai repéré 3. Ouais, 3. Enfin, il y en a un, le GRC sur la référence au GRC sur le bus sur ce bus anglais. Ça c'était Landry. J'avais vu Landry dans une vidéo qui en avait parlé avant que je le voie. Et du coup effectivement il y a ce GRC, cette affiche. Donc qui est ce groupe qui aide à réunir les gens séparés à cause du blip. En revanche, il y a deux références à Werewolf by Night, qui est le comics dans lequel est apparu Moon Knight au départ, qui sont déjà le dossier de police quand il est dans la voiture, quand il y a son dossier sur l'écran, où on voit que c'est le dossier 1975, ce qui est l'année de parution justement l'année de création de Moon Knight. Et il y a une deuxième référence qui est sur le toit du bus quand Mr. Knight est au sol, quand on a ce plan zénital, où en fait on voit sur le bus qu'il est écrit WBN 0032. Or WBN c'est Werewolf by Night et 0032 c'est justement la première apparition de Moon Knight. Donc voilà, je trouve ça cool, ces petits easter eggs comme ça, ces petites références, c'est plutôt sympa. Quoi dire de plus? J'ai beaucoup aimé la musique. J'ai vraiment beaucoup aimé la musique. Surtout le thème à la fin de l'épisode quand il est en Égypte et qu'on a le thème de Moon Knight avec ses vocaux du coup en arabe que j'ai trouvé ultra cool, vraiment stylé. Et alors j'ai adoré la musique de fin, il va falloir que je la shazam d'ailleurs, mais pareil, cette espèce de hip-hop, l'instru est super classe. Pareil avec ce chant en arabe, j'ai trouvé ça vraiment classe. Donc il va falloir que je me chope ce morceau pour me l'écouter en entier. Mais donc ouais, vraiment bon point positif pour la musique. Et donc voilà, donc maintenant là ça va se passer en Égypte. Bon, on se doute du coup que Layla va le rejoindre parce qu'on avait vu des images dans les trailers des deux en Égypte. Mais vraiment curieux d'en apprendre plus du coup sur ce conseil des dieux égyptiens, sur le temple, on va sûrement en apprendre sur la backstory du coup de Moon Knight. Il y a plein de choses, enfin voilà, pour l'instant je suis encore bien accroché à la série. Comme je vous ai dit, voilà, il y a eu un point négatif qui est le traitement de Mr. Knight, mais à part ça, je continue à être vraiment hypé par ce qu'on nous présente là.
Donc en espérant que ça continue. Pour l'instant, c'est un quasi sans faute de mon côté pour la série. Et voilà. Je vais faire un live dans les jours qui viennent, je sais pas encore exactement quand. Mais ça va venir pour pouvoir en discuter avec vous. Parce que j'aime bien pouvoir discuter des épisodes comme ça avec vous en live. Et puis voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié, à vous abonner si vous n'êtes pas encore, à partager la vidéo. Évidemment, ça rend énormément service à une petite chaîne comme la mienne. Et voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine et à très bientôt.